Bonjour à tous. Je vais vous présenter le cas clinique d'un homme de 44 ans, péridlasique myopique il y a 11 ans, qui souhaite revoir de près sans lunettes. Il présente une bonne acuité visuelle de loin. Sous cycloplégie, nous retrouvons une hypermétropie aux alentours de plus de dioptrie. Nous réalisons chez ce droitier un test de dissociation après saturation de son hypermétropie. Un œil droit de loin est parfaitement toléré et une bascule avec addition de plus 1,25 en vision de près sur l'œil gauche est acceptée. Je vous laisse flasher donc le code pour pouvoir répondre au sondage suivant. Quel examen complémentaire indispensable selon vous demandez-vous? Une topographie cornéenne, un OCT de cornée, une microscopie spéculaire, un OCT maculaire ou une biométrie? Alors, voilà, vous pouvez voter. Ah, mince. Ah oui, pardon. C'est un choix multiple. Alors, vous pouvez voter. Il vous reste 6 secondes. Quels examens complémentaires indispensables? Quelles sont les réponses? Alors, nous réalisons 96%, 70%. Alors, on va demander déjà l'avis des expertes sur les examens indispensables devant une demande de retouche chez quelqu'un opéré de chirurgie réfractive. J'aurais mis ces deux choix. De même. Et pour quelles raisons? Chaque choix, on va commencer par Cathy. Pourquoi demander une topographie cornéenne? Déjà pour voir la morphologie de la cornée, savoir un petit peu comment... Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit passé de myope, on ne sait pas quelle myopie au départ, mais à hypermétrope de 2 dioptries quasiment. Et puis, donc, On peut monter l'écran? de voir quand même si la morphologie de la cornée autorise une reprise. Et puis l'OCT, bien évidemment, pour voir le mur postérieur. Alors effectivement, Oui. Vas-y, vous montrez. Effectivement, nous avons réalisé une topographie cornéenne qui retrouve une cornée oblate, typique chez ce patient opéré de lasique myopique, des pachymétries relativement épaisses pour un patient déjà traité, très peu d'astigmatisme cornéen, aucun signe d'asymétrie ni d'ectasie post-laser. Ensuite, on va demander au professeur Françoise Froussard pourquoi vous auriez demandé un OCT de cornée. À quoi ça servirait cet OCT de cornée? Effectivement, comme l'a dit Cathy, pour voir le mur post et puis revoir également éventuellement l'interface, savoir où c'était découpé. On n'a pas précisé la technique initiale. Effectivement, l'OCT de cornée est un examen fondamental qui permet le repérage des dimensions du capot et la mesure du lystromal résiduel pour envisager une éventuelle retouche sur celui-ci. Chez notre patient, de larges capots de 170 microns réalisés au microkératome avec charnière nasale et un lystromal résiduel aux alentours de 410 à 420 microns, laissant envisager une retouche possible. Vous voyez sur ces photos lampe à fente donc les larges capots de ce patient parfaitement intègres et intacts. Alors maintenant une deuxième question. Que proposez-vous à ce patient? Donc une abstention chirurgicale, une paire de lunettes ira très bien. Un plan FAC pour ne pas retoucher la cornée, une retouche en PKR car le LASIK est trop ancien, un relift du capot de LASIK ou alors un nouveau capot de LASIK à 110 microns. Alors, vous allez pouvoir... Ah oui, il voulait voir mieux. J'ai le mur postérieur et le volet. 410 combien? à 420 microns. 410 sur un œil et 420 sur l'autre. D'accord. Et le volet? 170 microns. Wow. Alors, si... Hop. Voilà, vous pouvez voter. Alors, désolé. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors, le vote ne marche pas. Pourquoi on a une...
Désolé, bon, le vote ne marche pas ici. Ouais. À main levée, qui pourrait proposer une abstention? Qui aurait proposé un implant FAC? Une retouche en PKR? Quand même quelques-unes. Un relift du capot en LASIK? Une majorité. Et un nouveau capot de LASIK également. Oui, c'est possible. Alors, on va demander à Françoise Froussard, qu'est-ce que vous auriez proposé? Moi, j'aurais tenté relift du capot et si difficulté, nouveau capot. Cathy? Alors, je fais d'une manière générale, effectivement, j'essaye de soulever le volet. Là, si on a 170 microns, on peut tout à fait faire un nouveau capot à 110. On a toujours le risque, effectivement, d'avoir un effet millefeuille, donc il faut se méfier. 170 microns, ça devait être un microkératome, a priori. Et donc, dans le microkératome, on est moins parallèle, on a moins de sécurité d'être vraiment parallèle à la surface. Donc il y a l'effet millefeuille qui est possible, mais enfin je l'ai fait quelques fois. Sinon, soulever un volet avec mytho dans l'interface. Nassim, comment tu raisonnes pour ce genre de retouche? Soit j'aurais ressoulevé le capot, soit une retouche en PKR. Alors justement, est-ce que la question c'est quand est-ce qu'on choisit plutôt de faire une PKR et quand est-ce qu'on choisit plutôt de faire un relift? Qu'est-ce que sont les critères pour vous? On va repasser du côté des armées. En fait, on va préciser au sujet quand même les complications potentielles du ressoulèvement, en fait, du relief du capot. Donc le risque d'invasion, il faut quand même lui dire, hein, c'est pas la même chose que la première séance. Après, je ne sais plus, on n'avait pas beaucoup à corriger de mémoire. Plus 2. Plus 2 quand même. Plus 2, oui, plus 2. Donc peut-être une préférence compte tenu de cette amétropie sur relief plutôt que retouche, mais voilà. Non, oui, j'avais retenu moins 2, mais plus 2, j'aurais pas fait en PKR. Donc relief du capot, donc effectivement complication, l'invasion, et puis après le type de correction, le type d'amétropie. 44 ans, j'aurais même fait un presbylasique des deux côtés. Enfin, j'aurais envisagé une chirurgie bilatérale avec effectivement une chirurgie de la presbytie associée en reliftant le volet. Parce qu'effectivement, PKR, comme tu le disais, on est moins précis, même si ça marche, hein, mais on est quand même moins précis. Donc voilà, relift avec chirurgie de la presbytie associée à Alors c'est vrai que le relift, c'est quand même un geste technique qui est quand même plus difficile qu'une PKR. Donc, peut-être que ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être plus simple et plus sécuritaire de faire une PKR, même si moins précis. Mais le relift, ce sera quand même un meilleur traitement. Mais il faut savoir le faire. Alors, si on peut donner un conseil, effectivement, avant de commencer, c'est, si on a un doute, c'est de marquer le bord du volet à la lampe à fente, parce qu'une fois que vous êtes sous le microscope, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous marquez le bord du volet avec un crayon dermographique, et à ce moment, et vous faites très attention à l'épithélium quand vous soulevez le volet, parce que c'est là qu'on risque d'avoir des invasions, et mitomycine dans l'interface. Est-ce que vous mettez une lentille après la retouche? Enfin, sauf si vraiment l'épithélium est très altéré, mais sinon, non. Bon, donc je pense qu'il y a un consensus sur le fait de, si on a l'habitude, on sait faire un relift pour ce traitement hypermétropique chez ce patient. Et on va voir ensemble justement, techniquement, tu as commencé à l'aborder, comment ressoulever un capot de LASIK. Là, on est quand même 13 ans après, c'est très ancien, sur un capot qui a été découpé au microkératome, en charnière nasale, donc pas évident. Et je vais vous montrer une petite vidéo après. Vas-y. Alors, donc on a choisi de faire un relift, comme on vous l'a dit, mais que proposez-vous comme stratégie de traitement? Est-ce qu'on traite les deux yeux de loin? Est-ce qu'on fait une bascule avec un œil droit de loin et un œil gauche de près en visant moins 1,50, tout en sachant, je vous le rappelle, qu'on a fait un test de dissociation et qu'une bascule était parfaitement tolérée au verre d'essai chez ce patient? Et enfin, est-ce qu'on fait un presbylasique avec modulation de la sphéricité du facteur Q? Alors pareil, on va faire un vote à main levée, parce que le WooClap ne fonctionne pas bien. Voilà, donc si vous jouez la sécurité, faire que la vision de loin chez ce patient de 44 ans, qui le ferait? Qui ferait une bascule simple en monovision avec œil droit de loin que d'un côté et œil gauche de près en visant moins 1,50? Et qui ferait un presbylasique en modulant la sphéricité du facteur Q? Un peu moins nombreux. On a plus une majorité de monovision. On va demander justement à nos experts, à nos expertes,
Cathy, quelle stratégie de traitement de la presbytie associée chez ce patient ancien myope déjà traité, qui à nouveau à +2 maintenant, tu proposerais? Alors, alors, c'est vrai que la solution 2 marche très bien. C'est un ancien myope, donc a priori, il tolère très bien la bascule. J'aurais quand même fait une modulation de la sphéricité sur l'œil dominé. J'aurais laissé l'œil dominant, effectivement, en traitement asphérique pur, et j'aurais accentué un petit peu la sphéricité sur l'œil dominé pour la profondeur de champ. Avec une petite micro-monovision quand même associée toujours. Professeur Froussard, qu'est-ce que vous auriez fait? Tendance à faire choix 2. Donc le choix 2, donc une monovision, une bascule. Oui, pour quelle raison? Parce qu'il était myope avant. Et puis éventuellement, si j'avais un petit doute, j'aurais peut-être rééquipé en lentille pour être bien sûr que ça marche bien, en plus de la réfraction. Nassim? J'aurais fait soit le choix 2, soit le choix 3. Alors sur le choix 2, la bascule, donc je suis assez certain du résultat qu'on obtient en programmant le laser. J'ai toujours quand même une certaine réserve sur la modulation de facteur Q. Alors, on rajoute aussi une petite myopie quand on fait ces modulations, mais ça rajoute une petite imprécision sur le résultat final, donc 2 ou 3. Voilà. Il n'était pas très plat, enfin, sa topographie n'était pas... Oui, c'était assez régulier. C'est pour ça que j'aurais fait le 3. La discussion ouverte. Moi, j'ai choisi la stratégie 2, c'est-à-dire une monovision comme professeur Froussard, dans le sens où c'est une cornée pas native. On est sur une cornée qui a déjà, donc, dont la sphéricité a déjà été modulée par un traitement myopique ancien. Donc on n'est plus sur une cornée de départ normale, entre guillemets. Donc il y a déjà eu une modulation de son aspéricité sur laquelle on va remoduler la sphéricité. J'ai un peu peur du résultat, de la prédictibilité du résultat d'aspéricité. C'est pour ça que dans ce cas déjà opéré ancien myope, je préférais faire une monovision. Alors, je suis d'accord avec toi, si on a eu vraiment un gouffre, mais là ça paraissait assez homogène, c'est pour ça qu'effectivement je serais peut-être partie sur le 3. Mais tu as tout à fait raison, c'est plus sûr. Très bien. Alors... Donc, comme l'a dit le Dr Tri, nous avons choisi une monovision pure avec une bascule programmée œil droit de loin et œil gauche à -25. Voici les profils d'ablation, donc avec on creuse majoritairement en périphérie. Voilà, on va vous montrer. Donc, c'est un patient de 44 ans, hein, donc -1,25, c'était déjà pas mal pour quelqu'un qui n'est pas encore réellement presbyte. Et on va voir la vidéo de comment on a ressoulevé le capot. Donc tout d'abord, petit repérage avec un Sinskey à la lampe à fente. Je n'ai pas utilisé un stéréodermographique. Et ensuite, sous la lampe à fente, j'ai retrouvé là où j'avais repéré le capot. Et ensuite, avec une Troutman, j'ai soulevé le capot. Et en fait, l'obsession, ça doit être l'épithélium. Puisque notre ennemi juré, ça va être l'invasion épithéliale. C'est-à-dire qu'il faut toucher au minimum l'épithélium du side cut pour essayer vraiment le moins possible d'effriter l'épithélium. Et ensuite, le geste le plus important pour les plus jeunes à retenir, c'est de repousser l'épithélium pour pas du tout qu'il y en ait qui bave à l'intérieur du listromal. Sinon, ça c'est invasion épithéliale assurée. Donc vraiment, ce geste que vous voyez là est très important de repousser pour repousser le plus loin possible l'épithélium. Vraiment, c'est l'obsession, c'est l'invasion épithéliale. Ensuite, le traitement excimaire classique, le repositionnement du capot. Alors, c'est que c'est une charnière nasale, moi je ne suis pas du tout habitué. Mais bon, voilà. Et puis, le geste classique, on vérifie vraiment que l'épithélium soit le moins abîmé possible. Et moi, j'ai pris la décision de remettre une lentille sur ce capot déjà découpé au microkératome. Comment faites-vous, vous, pour ressoulever un capot? Est-ce que vous avez une technique donc, de repérage ou bien de ressoulèvement particulier? Donc, Cathy, tu avais déjà évoqué comment tu faisais. Alors je marque, maintenant je marque plus, mais je note par contre sur mon dossier, quand j'ai examiné le patient, où est-ce qu'est le bord du volet, comme ça je sais à peu près où c'est. Donc la même chose, il faut pas oublier effectivement qu'on a fait il y a quelques années, toi tu étais trop jeune Liam, mais moi j'ai connu ça, au microkératome on avait des charnières nasales, donc il faut bien y penser quand on soulève les volets, que de temps en temps on se retrouve avec une charnière nasale. Et il faut soulever très très délicatement, alors faire le volet rexis comme ça, comme si c'était un rexis avec la pince de Troutman, c'est possible, et sinon disséquer tout doucement comme tu l'as fait.
Merci. Professeur Froussard, est-ce que vous avez des tips comment vous faites pour Non. soulever un capot Pas plus que ça. Marquage à l'aiguille à la lampe à fente. Moi, pas avec le Sinskey, mais avec une petite aiguille. Et puis, effectivement, aller assez vite entre le box et puis le bloc, parce qu'effectivement, sinon, c'est tout effacé. On a perdu le bénéfice de l'affaire. Bien s'éclairer. Et puis, dans ce sens-là. Nassim? Oui, marquage à lampe à fente avec une petite aiguille pour avoir le bord. Et puis après, au bloc, tout à l'heure, on parlait de la mitomycine, mais on a aussi l'alcool. L'alcool peut être aussi utilisé si on veut tuer vraiment des cellules épithéliales. Ça marche très bien aussi, l'alcool. Mais sinon, pas plus que ça. Donc on a le risque vraiment qu'on redoute évidemment tous, donc on l'a dit, c'est l'invasion épithéliale. Vous, comment vous faites en cas d'invasion épithéliale importante, c'est-à-dire qui va soit générer de l'astigmatisme, soit carrément liser le stroma? C'est très rare, mais ça peut arriver. On va refaire un tour de table si vous avez une manière de traiter l'invasion épithéliale quand ça nécessite. C'est pas... Alors déjà, ne pas traiter si jamais il n'y a pas d'effet secondaire, parce que on peut très bien avoir des cellules périphériques sans aucun retentissement visuel. Donc on ne veut pas aller chercher non plus les complications. Donc il faut vraiment qu'il y ait un impact visuel pour aller soulever. On soulève, on lave. Moi, quand il y a une fibrose, évidemment, il faut essayer de tout gratter sur les deux faces, parce qu'il y a souvent aussi l'atteinte sous la face inférieure du flap. Et puis, moi, je mets facilement de la mito, parce qu'on en a facilement à la clinique de vision. Françoise Froussard, Oui, traitement même chose. Enfin, même chose. pour une première prise en charge, il peut y avoir aussi une deuxième prise en charge. Elle peut être un peu plus agressive si jamais il y a besoin d'une deuxième en plaquant son volet avec un fil en nu, éventuellement un point de colle sur le pertuis, si on a un pertuis. Enfin, c'est au-delà, parce que je ne vais pas répéter la même chose. Nassim, tu nous avais déjà présenté un très beau cas d'invasion épithéliale avec un traitement magnifique. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise plutôt de l'alcool pour faire éclater les cellules épithéliales. Et à la fin, de l'alcool fibrine glu, donc dérivé du sang, donc sur commande, et donc pas de suture pour éviter d'avoir des plis. Et on a des très bons résultats avec la colle fibrine. On n'a pas besoin de suturer. Ça ferme, en fait, ça colmate tous les pertuis, donc on n'a pas de récidive. Est-ce que dans l'assistance, quelqu'un veut rajouter un commentaire sur les retouches? Olivier, vas-y, la tribune est ouverte. Et juste le temps que je prenne le micro, oui, bien distinguer un ensemencement épithélial et une invasion active, quoi. C'est juste un ensemencement sans atteinte visuelle, on n'a pas besoin de toucher, mais si on a une invasion active, fonte stromale, là, il faut intervenir. Oui, moi, j'utilise le laser EX500 d'Alcon, et en fait, il y a une fente, et on voit très bien, même pour des volets très tardifs, on voit très bien le bord du volet. Donc, avant, je faisais à la lampe à fente, le petit marquage, mais maintenant, sous le laser directement, ça marche très bien. Alors maintenant, on peut aussi ouvrir la discussion sur les retouches en smile, parce que là, on vient de voir en LASIK. Est-ce qu'on fait un relift? Est-ce qu'on fait une PKR? Maintenant, de plus en plus, donc Cathy, je sais que voilà, tu es pro-smile, et je sais que Françoise Froussard, vous avez le Visumax 800 à l'hôpital de Percy également. Donc, on va dire qu'on se retrouve dans le besoin de faire une retouche après smile. Est-ce que vous optez la même stratégie, étant donné qu'il n'y a pas de capot dans le smile? Je pense que Cathy va répondre. Je n'ai pas encore vu un retouché. C'est bien. Alors, il faut tout est possible en smile, sauf la technique difficile, c'est de faire un smile sur un smile. David Donat le fait. C'est compliqué parce qu'il faut, c'est pas programmé. Donc c'est quelque chose, et en plus en général on est en dessous d'une dioptrie, donc aller refaire un smile sur un smile à 0,75, c'est quand même un petit peu, ça peut être un petit peu risqué, il faut vraiment avoir sa main pour le faire. Donc personnellement moi j'ai jamais tenté, parce que je le rappelle c'est toujours des petites amétropies résiduelles. On a la possibilité de transformer le smile en LASIK, c'est-à-dire de faire un process circle. On rajoute quelques impacts de laser, on est dans le plan du lenticule et on transforme le smile en LASIK. À ce moment-là, on se retrouve dans une chirurgie LASIK. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de risque d'invasion épithéliale puisque c'est un premier geste, un premier flap concret. Et là, on va corriger son amétropie. Le seul problème, c'est qu'évidemment, en smile, on est plus profond qu'avec un volet à 110 microns, puisqu'en général, on est à 130, 135. Donc, il nous faut bien évidemment un mur résiduel postérieur suffisant pour faire ça.
Donc, si on n'a pas de mur résiduel postérieur suffisant pour faire ça, à ce moment-là, on fait une PKR avec de la mitomycine et ça marche très bien. Et les phénomènes douloureux, donc ça, il faut le signaler, les phénomènes douloureux de ces retouches qu'on fait en général à 6 mois à peu près, le patient, il a moins mal que si on faisait une PKR de première intention. Donc souvent, c'est assez notable lorsqu'on fait une PKR sur un smile, je trouve que, alors souvent c'est unilatéral aussi, donc il faut le dire, mais je trouve qu'ils ont moins mal. Enfin, dans ce qui me signale, j'ai l'impression que la douleur est quand même moindre. Nassim, sur je suis d'accord. Le retouche sur smile, on peut faire LASIK. D'ailleurs, il y avait un très bon podcast de Maxime Delbar, je pense à ça parce que Françoise est là, où ils ont interviewé Dan Reinstein là, récemment. C'était assez intéressant et il décrivait bien donc sa façon de procéder. Donc LASIK sur smile, donc ça marche très bien. Après, bien sûr, si c'est pas faisable, la PKR. Un capot plus fin. Capot plus fin, voilà. Donc, à 100 microns, je crois. Voilà, pas forcément en circle, parce que donc, voilà, il y a l'option soit circle où on va reprendre la profondeur initiale, soit faire un capot plus fin. En dessous de 100 à ce moment-là. C'est ce qu'il fait. Hein. 80, c'est ce qu'il fait. Il fait des capots à 80. Donc des capots plus fins. Donc voilà, ça c'est une autre stratégie. Après, quand on fait des capots fins comme ça, il faut avoir vraiment l'habitude pour pas avoir de micro-plis juste après. Mais comme il disait, lui, donc, voilà, il dit c'est pour les experts. Voilà. Merci beaucoup. On va avancer. Nadir. Donc voici le résultat post-opératoire à 3 semaines de la chirurgie. Le résultat réfractif est celui escompté avec une hémétropie à droite et une vision de près avec une légère myopie à moins 25 à gauche. Le patient est très content avec 10 dixièmes P2. Voici l'aspect lampe à fente après relift. Donc on voit qu'il n'y a ni ensemencement ni invasion épithéliale et le capot est parfaitement intègre à 3 mois. Voici les cartes topographiques différentielles en pré- et post-op. Donc on voit bien l'effet prolate de nos traitements, surtout sur l'œil gauche, avec un différentiel de quasiment plus 3 dioptries. Un point d'épidémiologie. Donc la retouche laser concerne entre 5 et 28% des patients selon les séries après une première chirurgie réfractive soustractive. Il s'agit en général de patients sous-corrigés dans la première année suivant le LASIK, mais il peut aussi s'agir de patients surcorrigés, de patients présentant une régression de leur traitement ou alors pour des astigmatismes résiduels ou encore un patient jeune presbyte, comme on a pu le voir, demandeur d'une vision de près sans lunettes. Le retraitement laser tend à diminuer de nos jours avec l'ajustement des nomogrammes et la meilleure connaissance de nos lasers. Les facteurs associés à la retouche laser sont un âge élevé à la première procédure, l'hypermétropie, les astigmatismes importants et les fortes amétropies. Plusieurs options de retouche existent, comme on a pu le voir. La plus commune constitue le flap relift. Le but du flap relift est de soulever le capot réalisé lors de la première procédure et appliquer sur le lystromal résiduel un traitement par laser excimer. Elle assure un haut degré de sécurité, d'efficacité et de prédictibilité. Différentes techniques sont possibles, comme on a pu en parler juste avant. Une des plus communes constitue le flaporexis. D'autres utilisent une aiguille à la lampe à fente pour marquer les bords du capot et ensuite soulèvent à la pince sous le laser. Les principales limites à la réalisation de cette technique sont en lien avec le capot. Il faut un capot intègre, une interface saine et un lystromal résiduel suffisant pour y appliquer nos traitements par excimer. Il faut également que le diamètre du flap soit adapté au profil d'ablation requis. Le soulèvement du capot est reconnu plus aisé si il a préalablement réalisé au microkératome, car plus épais, et on retrouve une moindre cicatrisation de l'interface par rapport au laser femtoseconde. La principale complication, comme on a pu le voir, qu'il faut toujours garder à l'esprit, est l'invasion épithéliale, avec une incidence qui peut atteindre 31% dans certaines séries, majorée en cas de défect épithéliaux péropératoire, de syndrome de Cogan, de traitement hypermétropique du fait du profil d'ablation en périphérie cornéenne. Si le flap a été réalisé au microkératome, du fait de la configuration en pente douce des bords du capot. Si le flap est ancien de plus de 3 ans, la procédure est jugée plus compliquée et donc plus à risque d'invasion épithéliale. En cas d'invasion épithéliale, une réintervention peut être nécessaire jusqu'à 6,7% des cas.
L'alternative au flap relift est l'ablation de surface, comme on a pu le voir. Elle assure également un haut degré de sécurité, d'efficacité et de prédictibilité après un premier LASIK. Sa principale indication est la fine épaisseur du lystromal résiduel, rendant impossible un traitement par relift. Sa principale complication est le haze cornéen, majoré en cas de retraitement précoce, mais limité par l'application systématique de mitomycine. Elle présente également l'avantage de pouvoir réaliser des procédures topoguidées pour le traitement des astigmatismes irréguliers en post-LASIK. Une autre alternative est le flap recut, plus récente. Le but est de créer un nouveau flap à distance du flap original, soit plus fin, soit plus épais, avec un diamètre plus petit ou plus grand. Elle est envisagée lorsque la procédure par lift est impossible ou inadéquate, lorsque le diamètre est inadapté au profil d'ablation, lorsque le flap original est trop épais, trop fin, ou lorsque le lystromal résiduel est trop fin pour faire notre traitement par flap relift. Elle requiert une mesure précise du diamètre et de la profondeur du flap original en OCT de cornée pour éviter l'empiètement à l'origine de fragments tissulaires stromaux appelés millefeuilles. Merci beaucoup Nadir. Donc, le take-home message, on a fini notre partie. À retenir pour les plus jeunes, en cas de retouche, si vous pouvez, en première intention, c'est le relift. Mais pour le relift, il faut que le capot soit assez large et adapté au traitement. Si c'est un tout petit capot, vous voulez faire une hypermétropie, c'est foutu. Il faut qu'il soit intègre, qu'il soit bien centré, dans ce cas-là, et qu'il reste assez de mur résiduel postérieur. Là, dans ce cas-là, vous faites un relift. S'il n'y a pas assez de cornée résiduelle, et que vous pouvez faire une péquère, dans ce cas-là, il faut privilégier la péquère s'il ne reste pas assez de cornée pour faire un relift. Et si jamais le capot n'est pas adéquat pour pouvoir refaire un relift, parce qu'il est trop petit, on peut faire, dans ce cas-là, refaire un autre capot, plus fin ou plus épais, c'est le recut. Voilà les trois options à bien retenir, et l'algorithme, en tout cas, pour essayer de simplifier les choses. Je vous remercie pour votre attention.